Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci d'être venus et surtout merci au muséum, au musée de l'Homme, pardon, ainsi qu'à la Société de l'invitation. Je suis ravi d'être là. Vous allez voir, sans vouloir vous effrayer, que bien qu'il s'agisse de cheval, en fait, en filigrane, ce qu'on va raconter derrière l'histoire de l'animal, c'est l'histoire de l'animal humain qui est sur son dos la plupart du temps. Et donc, je suis ravi de faire ça, puisqu'il s'agit de travaux que mon groupe a menés depuis maintenant une quinzaine d'années au sein du Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, qui est un laboratoire du CNRS, qui est implanté à l'université Paul Sabatier. Alors le cheval aujourd'hui, c'est finalement pas grand-chose, je dois dire. C'est 60 millions d'animaux de par le monde. Autrement dit, il y a plus de Français que de chevaux sur cette planète. Et vous en conviendrez, on en entend parler vraisemblablement rarement, sauf au détour de l'Arc de Triomphe ou au détour de grandes courses hippiques célébrées de par la planète. Et rarement, les chevaux font la une des grands journaux aussi. Quand Blake Chin, qui est le coureur que vous voyez ici, fera la une internationale de l'ensemble des médias, c'est pour bien autre chose que ses qualités de cavalier hors pair. En fait, la situation que je décris là, à savoir que les chevaux ne sont plus grand-chose dans notre quotidien, ça contraste radicalement avec la réalité de ce monde à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, car alors les chevaux sont ces animaux par excellence qui nous permettent de faire vivre les mégalopoles dans lesquelles nos ancêtres ou nos aïeux vivaient. À Paris, la ville n'aurait pas été grand-chose, ou Londres n'aurait pas été grand-chose sans les chevaux qui transportaient nos biens de consommation de par la ville. Les chevaux servaient aussi à nous transporter nous-mêmes, et l'essor des banlieues a commencé dès lors, car la mobilité à courte distance et rapide était très importante. Et puis surtout, les chevaux aussi transportaient tout ce qui faisait notre quotidien, à savoir les camions de pompiers qui virevoltaient de par les villes pour essayer d'éteindre les incendies. Ainsi, en 1872, le 10 novembre précisément, Boston, tout un quartier de Boston périra sous les flammes, non pas faute à pas de chance, mais faute à une grippe, une épidémie très importante en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle, qui paralysa complètement l'ensemble des chevaux, puisque ces chevaux étaient bien les victimes de cette grippe, et à peu près 3/4 de la population des chevaux d'Amérique du Nord était clouée pendant plusieurs mois, et l'économie entière des États-Unis, alors plus grande puissance économique du monde, s'est arrêtée. Immédiatement, faute de chevaux. Si je vous donne cet exemple, c'est pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a peu, fin du 19e, début du 20e siècle, l'humanité, notre monde, pourtant qualifié de moderne, notre économie, dans sa forme la plus puissante, l'Amérique du Nord, n'était rien, en réalité. Et en fait, cette donnée, cette observation est vraie pour d'autres parts de notre société. Dans le milieu rural, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, alors que la peste noire décimait l'Europe, il y a un changement en Europe de l'Ouest, notamment entre l'utilisation du bœuf et à la faveur du cheval, qui s'opère, et le cheval, à dos de cheval, s'amorce une nouvelle pré-révolution verte, d'une certaine manière, puisqu'un cheval travaille 2 fois plus et 2 fois plus vite qu'un bœuf au champ, et donc le monde rural aussi agricole a été révolutionné dans notre histoire par le cheval. Et au-delà des villes et du milieu rural, évidemment, on pense à ça avant tout, peut-être, le cheval, c'est l'instrument absolu de la guerre, car il nous a donné un moyen de se tuer entre nous bien plus efficacement que nous pouvions le faire tout seuls. Et ce, jusque, non pas dans des temps très reculés de l'histoire, mais jusque à la Première et Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, pour la Première Guerre mondiale, ce sont 1,5 million de chevaux qui ont péri aux côtés des humains. Autrement dit, notre histoire, notre relation avec le cheval est d'une relation d'une intimité très grande via la guerre, non pas seulement au XXe siècle d'ailleurs, mais y compris dans l'Antiquité, puisque ici vous voyez Darius III être quasiment défait par Alexandre le Grand à votre gauche. On est donc dans l'Antiquité, et peut-être qu'Alexandre le Grand n'aurait pas conquis le grand empire de Macédoine sans ses qualités de cavalier hors pair. J'entends donc par là vous faire toucher du doigt que ce que vous voyez ici, c'est ni plus ni moins que l'histoire telle qu'elle nous est enseignée. Eh bien, dans cette histoire, il y a toujours, d'une manière ou d'une autre, le cheval parmi cette histoire. Et donc, je crois pouvoir dire que sans le cheval, l'histoire telle qu'elle nous est racontée, telle qu'elle nous est retrouvée jusqu'à la première moitié du XXe siècle, il y a fort à parier qu'elle soit complètement différente. Mais malgré cet impact infini que l'animal a eu sur notre histoire, des questions aussi simples que celles que je vais dérouler maintenant, comme depuis quand le cheval est nous, autrement dit quand l'humanité s'est-elle dotée du cheval pour la première fois, où est-ce que cela s'est passé,
Et aussi, comment diable avons-nous réussi à transformer un animal sauvage en un animal qui répond à nos contraintes et à nos besoins, un animal domestique? Eh bien, ce sont des questions qui n'ont trouvé de réponse, et ça va peut-être vous surprendre, que dans les toutes dernières années, grâce au travail qu'a mené mon laboratoire. Donc il y a ce contraste entre l'importance infinie qu'a eu cet animal et l'ignorance tout autant infinie que la science avait quant au début de cette histoire. Et c'est cette histoire et les méthodes qui ont été utilisées pour y répondre que je vais vous présenter aujourd'hui. Les méthodes qu'on a décidé d'employer, ce sont des méthodes d'ordre génétique qui font appel au séquençage de l'ADN, que l'on retrouve pas seulement dans les chevaux qui vivent aujourd'hui, dans leur sang, mais en fait dans les tissus archéologiques, dans les os et dans les dents, qui sont retrouvés à la faveur des découvertes archéologiques. Donc je vous propose aujourd'hui ni plus ni moins qu'un voyage dans le temps avec une molécule que vous connaissez vraisemblablement toutes et tous, l'ADN, qui est une molécule, comme nous allons le voir, qui est éminemment riche en informations. Alors l'intuition que je vais vous décrire aujourd'hui, elle repose sur quelque chose de très très simple, c'est que si on fait un voyage dans le temps, donc vous voyez ici le temps, il y a plus de 3000 ans avant notre ère, il y a 2000 à 3000 ans avant notre ère, et dans les 4 derniers milliers d'années, donc les 2000 ans avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, si on arrive à faire un voyage dans le temps comme cela, alors c'est toute la géographie du monde, les cartes des mondes anciens que l'on va pouvoir décrypter, et y compris les cartes des chevaux. Et ainsi, peut-être qu'en remontant le temps, on va peut-être trouver dans une de ces cartes quand est-ce que la forme génétique du cheval que l'on connaît aujourd'hui est apparue pour la première fois, et même retracer à travers ces cartes les chemins que les animaux ont pris avec les humains pour peupler l'ensemble de la planète. Donc l'intuition finalement est très très simple. À mettre en place, la machine à remonter le temps, c'est un peu plus technique, et je ne vais pas être vraiment très très pédant ni pompeux avec vous aujourd'hui, mais je dois vous dire quand même quelques mots pour vous convaincre que les technologies qu'on utilise ont tout sauf de la magie. Donc on part de poudre d'os ou de dents. La mauvaise nouvelle pour vous ce soir, c'est que nos méthodes sont destructives, donc il faut dégrader, détruire d'une certaine manière une partie des vestiges archéologiques qui sont par nature non remplaçables pour essayer d'en retrouver de l'ADN. La bonne nouvelle néanmoins que j'ai pour vous, qui s'oppose à la destruction, c'est qu'on n'a pas besoin de tonnes de matériel pour faire ça, mais en réalité, quelques 50 à 250 mg de poudre d'os ou de dents suffisent. Et ça, pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de peut-être quelques têtes d'allumettes, d'une certaine manière. Donc en volume, il faut que vous imaginiez que la poudre que l'on dégrade est finalement pas très très importante, si bien que l'on peut mener ce genre d'études à de grandes échelles en nombre de chevaux que l'on peut étudier génétiquement par le passé. Le second point que j'aimerais faire avec vous, c'est que l'ADN qui a 4000 ans d'histoire ou 10 000 ans d'histoire derrière lui, eh bien, il n'est pas tout à fait dans le même état chimique que l'ADN qui est dans mes cellules en ce moment, alors que je vous parle ou dans les vôtres. Il est donc forcément dégradé par les outrages du temps, et donc vous imaginez très bien que travailler cet ADN, ça ne peut pas se faire dans des laboratoires habituels, dans les laboratoires dans lesquels vous feriez peut-être vous-même analyser votre ADN, mais en fait dans des laboratoires d'une asepsie totale. Je veux dire que l'asepsie de ces laboratoires est bien plus grande que l'asepsie trouvée dans les blocs chirurgicaux, par exemple. Car ce dont on a peur le plus, c'est évidemment d'être contaminé par de l'ADN d'aujourd'hui, contemporain, et confondre l'ADN d'hier avec l'ADN d'aujourd'hui, ce qui, vous en conviendrez, biaiserait les cartes génétiques dont je parlais précédemment. Et ça, donc, ça veut dire qu'il y a des infrastructures, notamment le Musée de l'Homme en a une, notre laboratoire au CAGT, le Centre d'anthropobiologie et de génomique de Toulouse, s'est doté d'instruments dernier cri pour faire ces travaux-là. Et ensuite, le travail est assez simple. Pardon, je m'excuse, c'est mon timer pour la totalité de la conférence. J'espère ne pas avoir dépassé mon temps déjà, ça me surprendrait cependant. Donc, le jeu consiste, une fois à l'ADN extrait, évidemment, le jeu consiste à le séquencer, tout simplement. Vous savez que l'opération de séquençage de l'ADN, c'est une opération qui vise à lire le texte qui est présent dans l'ADN. Ce texte est constitué de 4 lettres, CAGT. Eh bien, depuis une quinzaine d'années maintenant, l'humanité, la technologie, s'est dotée de séquenceurs qui sont capables de lire des dizaines de milliards de molécules d'ADN en à peine une soirée ou deux, si vous voulez. Donc, nos technologies aujourd'hui ont une force de frappe inégalée pour pouvoir lire en parallèle d'innombrables bribes de textes génétiques.
Et donc, une fois que vous avez des bribes de texte génétique, je vous disais que l'ADN, ça séquence, donc c'est un texte, il n'a que 4 lettres, eh bien, le but du jeu, c'est de remettre les morceaux les uns après les autres, car un texte, quand il a quelque chose en commun avec un autre texte, eh bien, le chevauchement des syllabes et des lettres vous permet petit à petit de reconstruire la totalité de l'information génétique d'un individu dans le passé. Vous avez l'intuition qu'évidemment, ça, c'est pas quelque chose qu'on va faire à l'œil, ni même manuellement, c'est quelque chose que nos ordinateurs les plus puissants savent faire, de la manipulation de texte en parallèle à très très grande échelle. C'est un problème de combinatoire assez compliqué mathématiquement, mais que les ordinateurs puissants savent résoudre. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le texte génétique du cheval, c'est 3 milliards de lettres. Donc même si l'alphabet n'est que de 4 lettres, 3 milliards de ces 4 lettres, c'est beaucoup d'informations. J'aime toujours prendre cet exemple que l'œuvre complète de Marcel Proust, la recherche, c'est 10 millions de lettres. Autrement dit, dans chacune des cellules du cheval, il y a 300 fois l'œuvre de Proust. Donc j'aime vous faire ici toucher là du doigt qu'en fait, il y a un message énormément riche en informations là-dedans. Vous conviendrez, la multiplication de chapitres que ce texte-là recèle, et donc, par défaut, ce texte-là va nous donner énormément d'informations sur l'intimité biologique du cheval, mais aussi sur ses relations de parenté les uns avec les autres de par le monde, puisque à avoir le texte de quelqu'un, le jeu des 7 erreurs est très facile à faire pour savoir quel est le texte dans le monde le plus proche de ce premier texte pour essayer de retrouver les relations de parenté génétique. Alors, à partir de maintenant, j'en ai fini pour la technique et je vais m'intéresser avec vous sur les étapes de ce projet qui nous ont amenés, et pourquoi, d'ailleurs, à trouver des réponses aux 3 premières questions que je vous ai posées, le où, le quand, le comment. Et on va commencer par l'aube du cheval, à savoir le moment où l'humanité s'est peut-être dotée du cheval pour la première fois. Et il était complètement logique au début de ce projet, on est là dans les années 2012-2013, pour ce qui concerne l'historique du projet lui-même, de se pencher vers cet endroit-là de l'Asie centrale, qui est aujourd'hui appelé le Kazakhstan. C'est au nord de la capitale, le Nur-Sultan, ou Astana du Kazakhstan. Mais on va faire de l'archéologie là, pour des sites qui existaient il y a 5500 ans de cela. Pourquoi? Eh bien voilà le site, on est dans les steppes d'Asie centrale, typique. Et si vous fouillez cet endroit-là qui s'appelle Botaï, c'est le nom du lieu ainsi que le nom de la culture archéologique matérielle qui a été découverte, eh bien vous pouvez découvrir des maisons circulaires semi-enterrées et de ci, de là, des amas d'ossements et de dents. Et en particulier, si vous faites le travail archéologique, ce que nos collaborateurs ont fait pendant des décennies, en fait pendant 3 décennies à peu près, vous retrouverez près de 300 000 ossements d'animaux sur place, et 99% d'entre eux, donc la quasi-totalité en fait, sont des chevaux. Et ça, dans l'archéologie, c'est quelque chose sans précédent, que l'humanité coexiste à ce point avec autant de chevaux à côté de ses propres habitations. C'est inconnu précédemment, et ces simples dénombrements de proximité entre eux et nous a fait dire à beaucoup d'archéologues que peut-être c'est là que notre relation au cheval a commencé pour la première fois d'un point de vue domesticatoire et n'était pas que question de chasse, en fait. Il y a d'autres arguments pour cela. En particulier, les archéologues retrouvent les vestiges de poteaux à l'intérieur du site archéologique qui sont disposés de la même que sont disposés les enclos à chevaux aujourd'hui en Asie centrale. Donc, aux côtés des maisons, il n'y a pas seulement beaucoup de chevaux, mais il y a aussi des enclos, vraisemblablement pour les parquets. Il y a plus, si vous regardez les dents des chevaux botailles, eh bien, elles ont des facettes d'usure. Donc ici, vous voyez une seconde prémolaire, et cette facette d'usure, elle est au contact vraisemblablement de morts qui ont usé la dent. Et s'il y a des morts, c'est donc qu'il y a eu contrôle d'une manière ou d'une autre du cheval, peut-être pour la mobilité, et donc il ne viendrait pas à votre idée, j'imagine, d'aller contrôler un animal sauvage. Voilà pourquoi les archéologues pensent qu'il s'agit de domestication là. Et enfin, si vous analysez les résidus lipidiques, dont les matières grasses, si vous voulez, qui sont préservés à l'intérieur des poteries, de la vaisselle des hommes et des femmes botailles, vous y retrouvez les signatures isotopiques, chimiques, si vous voulez, de lait de jument. Autrement dit, à Botaï, c'est là que les humains, donc on est à cet endroit-là du monde, c'est là que les humains, il y a 5500 ans, ont bu du lait de jument, ont gardé énormément de chevaux à côté de leurs habitations dans les enclos, et ont aussi développé une forme de contrôle du déplacement du cheval, peut-être par la monte, mais au moins par la teneur à la bride des chevaux. Donc on s'est dit, séquençons beaucoup de génomes de l'ADN, si vous voulez, des chevaux de Botaï, donc on est dans cet endroit-là du monde.
Nous les voyons là, on en avait une trentaine. Et on s'est dit, pour suivre l'histoire génétique des chevaux depuis, et géographiquement, et temporellement, séquençons une centaine d'autres chevaux que je vous montre ici en orange. Donc Botaille sera en vert dans les diapositives suivantes et le reste du monde sera en orange. Séquençons le reste du monde pour essayer de comprendre ce qui s'est passé génétiquement depuis Botaille. On était un peu présomptueux car en une étude, nous pensions là dévoiler non seulement l'aube, mais aussi ce qui s'est passé depuis, jusqu'au XIXe siècle. Et voilà la surprise que dans notre hypothèse était que les chevaux de Botaille devaient être l'ancêtre commun à tous les chevaux domestiques que l'on connaît de par le monde. Ceux qui courent vite, ceux qui sautent haut, ceux qui sont nains, ceux qui sont plus grands, tels les percherons, etc., etc. D'une manière ou d'une autre, tous devaient avoir pour ancêtre commun les chevaux de Botaille. Et pour des généticiens comme moi, ça aurait été une affaire fabuleuse que ce soit le cas, puisque alors on aurait la version du texte génétique alors même que les humains s'emparaient de l'animal pour la première fois. Et donc on espérait ainsi répondre aux trois questions à la fois. Où, quand, à Botaille, il y a 5500 ans, et comment. Il suffisait de lire dans mon esprit le texte génétique des Botailles, des chevaux Botaille, pour comprendre les mutations que l'humanité avait décidé de sélectionner à cette époque. Voilà, c'était assez simple. Notre autre prévision, outre le fait qu'ils dussent avoir été les ancêtres des chevaux modernes, domestiques, les seuls chevaux qui existent par la planète qui ne devaient pas s'apparenter aux chevaux de Botaille étaient les chevaux dits de Przewalski, ceux qui sont natifs des steppes de Mongolie et de Dzungari, au nord-ouest de la Chine, et qui ont toujours été pensés comme les seuls chevaux sauvages existant sur Terre, depuis leur découverte par le colonel du même nom au XIXe siècle. Et voilà les résultats que nous avons publiés en 2018, que je vais vous résumer ici, mais vous voyez donc dans ce graphique quelle est la parenté des chevaux de Botaille relativement aux chevaux qui ont été domestiqués jusqu'à nous aujourd'hui. Donc souvenez-vous, les chevaux domestiques d'il y a 4000 ans à aujourd'hui, ils seront orange pâle, tandis que les chevaux domestiques qui vivent de par le monde seront orange foncé dans cette diapositive, et les chevaux de Przewalski, qu'ils soient historiques ou contemporains, ils seront notés en vert foncé. Eh bien, ce que nous avons trouvé, regardez bien, c'est que les chevaux de Botaille sont certes les ancêtres directs de certains chevaux qui existent aujourd'hui sur Terre, mais pas ceux qu'on croyait. Autrement dit, les ancêtres directs des chevaux vivant sur Terre aujourd'hui, ce sont les seuls chevaux que nous pensions être encore sauvages. Et tous les autres chevaux domestiques que vous connaissez, le percheron, le cheval arabo-andalou, les grands chailleurs d'Angleterre, eh bien, tous les autres prennent leur source quelque part ailleurs que sur Botaille. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si l'humanité a domestiqué les chevaux à Botaille par les évidences archéologiques dont je vous parlais, eh bien, cette domestication, à un moment donné, a été abandonnée, a été dépréciée, et le cheval de Botaille est retourné vivre à l'état sauvage et a survécu jusqu'à nous sous la forme de celui que nous appelons le seul cheval sauvage qui existe sur Terre, et qui d'ailleurs n'est pas sauvage, mais plutôt un cheval de marronnage qui a quitté notre giron pour se réensauvager d'une certaine manière. Le second point, c'est qu'il y a eu une domestication ailleurs qu'à Botaille, qui a donné au cheval que nous considérons domestique, dont le lieu et la temporalité restent encore à découvrir. Alors, pour la temporalité, on avait une indication parce que nous voyons que le premier cheval dans notre jeu de données qui s'apparentait très proche des chevaux modernes domestiques était daté à la carbone datation à 4200 ans de cela. Le dernier cheval de Botaille que nous dations était daté d'il y a 5000 ans de cela. Donc, la seule chose que nous pouvions conclure à l'époque, c'était de dire qu'au cours du 3e millénaire avant notre ère, entre il y a 5000 ans et 4200 ans de cela, quelque part, un autre cheval, génétiquement très différent de Botaille, puisqu'ils n'ont à peu près que 3% de leur variation génétique en commun, un autre cheval a été domestiqué quelque part ailleurs. Voilà ce que nous pensions certainement pas découvrir, mais depuis 2018, quand ces travaux ont été publiés, mon laboratoire a beaucoup travaillé sur la question et on a pu faire avancer les 3 questions que je posais en préambule. En particulier, l'ADN peut vous dire de qui vous êtes le plus proche, comme nous venons de le voir. Est-ce que le cheval de Przewalski est plus proche de Botaille ou de quelque chose d'autre? Mais l'ADN peut vous dire aussi quelque chose sur les tailles des populations dans le passé. Vous avez dans l'axe vertical le nombre moyen de reproducteurs qui existaient sur l'axe des abscisses à un moment donné dans le temps.
Donc c'est mesuré ici en génération avant 3800 ans, peu importe pourquoi j'ai mis cette échelle-là, mais pour vous repérer, ici vous avez 4200 ans et ici vous avez 4600 ans de cela. Nos travaux ont montré que entre 4200 ans et 4600 ans, il y avait très peu de chevaux reproducteurs sur Terre, très peu, et qu'à partir de 4200 ans, et précisément 4200 ans, l'humanité a commencé à produire les chevaux par centaines de milliers, par dizaines de milliers d'abord, puis centaines de milliers. Autrement dit, pour la temporalité, on sait que c'est autour d'il y a 4200 ans qu'il faut que les archéologues et nous allions fouiller des sites de l'Eurasie pour essayer, espérer, dénicher le vrai foyer de la domestication du cheval. Donc nous avons répondu à la question du quand, il y a 4200 ans, très précisément, et ça doit d'ailleurs peut-être vous surprendre, il y a 4200 ans, il y avait encore des mammouths sur Terre, les pyramides de Gizeh étaient déjà érigées, donc il y a 4200 ans, c'était finalement il n'y a pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité. Le chien a peut-être été domestiqué il y a entre 15 000 et 30 000 ans de cela. Et bien que le cheval ait été central dans notre histoire, c'est finalement une des dernières espèces, grandes espèces que l'humanité a domestiquées. Bien après l'âne d'ailleurs, qui lui a été domestiqué quelque part en Afrique de l'Est, aux alentours d'il y a 7 000 ans de cela. Donc même la question du quand est surprenante, en fait. La réponse que l'on donne au quand est très surprenante. Mais il nous reste le où et le comment, souvenez-vous. Donc pour répondre au où, on s'est dit, puisqu'on a mis beaucoup d'efforts sur Botaï, c'est le grand point vert que vous voyez dont j'ai parlé précédemment, et que Botaï n'est pas le foyer de la domestication du cheval, eh bien essayons de séquencer partout en Eurasie tous les chevaux que nous pouvons séquencer entre il y a 2000 ans de ça et 50 000 ans de cela. On s'est donné un grand cadre temporel pour essayer de retrouver toutes les cartes génétiques des chevaux dans le passé. Chaque point que vous voyez ici sur cette partie haute du graphique, c'est l'âge de la datation radiocarbone que l'on a obtenu pour chacun des vestiges que l'on a analysés. Et vous verrez qu'il y a autour de 4300-4200 ans, on a fait un énorme effort de séquençage de par le monde, car je viens de vous dire que ça a commencé il y a 4200 ans à peu près, donc il était logique que nous regardions très fort cet épisode du temps. Et ce que je vous montre ici, c'est des séquences converties en couleurs de plusieurs centaines de chevaux que nous avons séquencés, plus vieux qu'il y a 4200 ans. Autrement dit, ce que je vous projette là, c'est la carte du monde vue par les chevaux, avant que l'humanité s'en empare, avant que l'humanité ne les domestique, puisqu'on est avant, il y a 4200 ans. Et je vous disais, un séquençage de cheval, c'est 3 milliards de lettres. Je ne peux pas vous reprojeter sur cette diapositive 3 milliards de lettres pour des centaines d'individus. La surface ne suffirait pas. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de convertir les proximités de texte en couleurs. Les couleurs ici seront d'autant plus proches que des chevaux portent le même patrimoine génétique d'une certaine manière, que leurs textes sont semblables, si vous voulez. Donc ce que vous voyez ici immédiatement par les couleurs, c'est qu'il y a des couleurs différentes dans différents endroits du monde. Vous voyez, la Sibérie orientale est plutôt bleu foncé, dans notre coin ici c'est plutôt bleu ciel, en Anatolie et dans le Caucase c'est plutôt orange, à Botaï c'était plutôt vert. Ça veut vous dire donc qu'il y a différentes versions de textes génétiques des chevaux de par le monde avant que l'humanité s'en empare. Et en langage vernaculaire, ce que ça veut dire, c'est que chaque région du monde avait des chevaux locaux. Autrement dit, des chevaux. Pour que les couleurs ne se mélangent pas, avant l'humanité, les chevaux ne sont pas des animaux qui bougent. Ils naissent, ils vivent, ils meurent, quasiment au même endroit. Si bien que les populations de par chez nous, ou les populations plus lointaines, elles ne vont pas se mélanger. Elles vont conserver des couleurs bien différentes géographiquement, ce qui crée la cartographie du monde que vous voyez ici. Et ça, les généticiens comme moi sont capables de convertir cette intuition que vous avez d'un peuple cheval multiple et morcelé géographiquement en des équations mathématiques qui vous mesurent les flux migratoires des chevaux aux époques passées. Compte tenu de cette carte, on est capable de convertir ça en surface de migration que vous voyez ici. Donc la surface continue de migration, elle est d'autant plus brune que les chevaux ne migrent pas, que les chevaux restent sédentaires là où ils sont nés, et elle est d'autant plus bleue que les chevaux bougent beaucoup. Bref, ce que vous voyez, c'est qu'en effet, l'ancien monde, dans les latitudes plutôt tempérées, voire méditerranéennes, l'ancien monde est un monde qui ne bouge pas d'un point de vue du cheval. Et donc ça veut vous dire que le cheval que nous avions en France et qu'il y existait en Asie centrale, ce n'est pas les mêmes. Et par exemple, si vous regardez les chevaux qui ont existé en Asie centrale, les chevaux de Przewalski, très souvent, parce qu'ils ressemblent beaucoup
aux chevaux que l'on retrouve sur le panneau des chevaux de la grotte Chauvet, eh bien, très souvent, on les a dépeints les uns pour les autres, puisque vous voyez que la crête érectile du cheval de Chauvet ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qui est encore visible chez les chevaux de Przewalski. Et pourtant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, contrairement à l'apparence physique, la génétique vous dit qu'il ne s'agit absolument pas des mêmes types de chevaux. Bref, avant nous, la chevalité, si je puis dire, est multiple dans le monde. Il y a 4000 ans de ça, 4200 ans de cela, plein de types génétiques de chevaux qui existent sur Terre. J'insiste parce qu'il y a 4000 ans de cela, depuis 4000 ans de cela, nous sommes seuls. Depuis en fait 40 000 ans de cela, nous sommes seuls, hein, l'âge d'extinction des Néandertaliens. Alors que l'humanité n'est plus qu'une, les chevaux, eux, étaient très très divers dans leur type génétique, très très différenciés de par le monde. Et voilà ce qui se passe à partir de 4200 ans. Donc ça, c'est la carte à 4200 ans. Vous l'avez bien en tête, des couleurs bariolées un petit peu partout. À partir d'il y a 4200 ans, voilà ce que devient la carte. Une carte assez homogène, puisqu'une seule couleur génétique de cheval afflue sur l'ensemble de l'ancien monde et envahit l'ancien monde. C'est le type orange. Et le type orange, dans mes représentations de couleurs, c'est le type des chevaux que l'on retrouve encore sur Terre et que l'on appelle aujourd'hui domestiques. Bref, il y a 4200 ans de cela, non seulement l'humanité a domestiqué un type de cheval très particulier, mais s'en est servi pour son usage à ce point qu'avec lui, ce cheval a supplanté tous les autres types de chevaux qui existaient sur Terre avant lui. C'est donc l'activité humaine qui a propagé ce cheval, et uniquement lui, de par le monde. Alors évidemment, une fois qu'on a ces cartes, eh bien, on peut poser la question avec des ordinateurs assez puissants, d'essayer de voir d'où viennent tous ces chevaux de type orange, là. Où est leur point de source? Et en répondant à cette question, voilà la réponse que l'on obtient en utilisant notamment des méthodes d'intelligence artificielle. On a été capable de dire qu'il y a 4200 ans, c'est précisément dans ce foyer-là du monde, au nord du Caucase, dans les steppes occidentales de Russie, que l'humanité a domestiqué le cheval. Et depuis, tous les chevaux qui ont interagi de près ou de loin avec nous sont des chevaux dont les ancêtres vivaient il y a 4200 ans dans cet endroit-là du monde. Alors voilà ce qui s'est passé à 4200 ans, mais l'histoire dit plus. Si vous regardez la propagation de ce cheval de type orange génétique domestique moderne de par le monde, avec la radiocarbone datation cette fois, vous voyez qu'en fait, en un siècle, ils sont déjà dans les Carpates, en un siècle et demi, ils sont déjà en Anatolie, en un siècle, ils sont aussi dans les steppes d'Asie centrale, et en 3 à 4 siècles, ils ont atteint le contrefort de l'Altaï et de la Mongolie, pour aussi atteindre à l'autre bout du spectre les latitudes de l'Ibérie, de l'Espagne et du Portugal, en à peine 300 ans, comme vous le voyez. Donc quand je parle d'un remplacement par le cheval qui est né dans le berceau du Nord-Caucase, et ce remplacement a été prodigieux, comme un éclair d'une certaine manière, à l'échelle de l'Eurasie, c'est vraiment ça dont il s'agit. Il s'agit d'un agenda qui n'est pas du tout naturel pour le cheval, puisque le cheval, je vous le disais, était grégaire, était sédentaire, ne bougeait pas. C'est bien donc l'agenda de l'humanité, l'emprise que les humains ont eue sur cet animal, qui l'ont transformé en un animal géopolitique d'une certaine manière, de conquête à travers le monde. Alors, puisqu'on vient de répondre au quand et au où, ça me permet de faire une incise sur une question que je n'avais pas prévue à l'origine de régler dans ce projet, c'est la question du qui. Puisqu'on sait où et quand le cheval domestique moderne, eh bien, il s'agit, dans le registre archéologique, de regarder qui vivait à cet endroit-là du monde à cette époque. Et si je fais un détour par cette question, c'est parce que dans le territoire du Nord-Caucase, il y a à peu près 5000 à 5300 ans de cela, vivent un peuple de culture matérielle que l'on appelle les Yamnaya, c'est un peuple d'éleveurs des steppes, qui est souvent dépeint dans la littérature, notamment journalistique, mais pas que, comme le peuple berceau de la domestication du cheval. C'est aussi souvent des gens qui sont dépeints comme les locuteurs d'un langage proto-indo-européen et que l'on sait, grâce à des études génétiques sur les humains, cette fois, et non plus sur les chevaux, et que l'on sait avoir migré de manière massive, en très grand nombre, en Eurasie, en particulier en Europe, pour s'être mélangé avec les peuples autochtones européens il y a déjà 4700 ans de cela. Très souvent, cette migration venue des steppes, puisqu'elle vient des steppes, est souvent dépeinte comme une migration à dos de cheval, sauf que vous voyez que ce n'est absolument pas possible, puisque cette datation est entre 5300 ans et 4700 ans de cela. Or, je vous ai dit que le cheval et nous, c'est il y a 4200 ans.
Donc il y a un hiatus temporel qui est incompatible avec l'hypothèse que les Yamnaya, donc les premiers locuteurs du langage proto-indo-européen, langage, famille de langages qui représente les 2/3 des langages encore parlés sur Terre aujourd'hui, eh bien, il est absolument impensable que ce soit eux qui étaient des envahisseurs venus des steppes à dos de cheval. Donc s'ils ont à ce point migré et s'ils ont su à ce point numériquement se mélanger avec d'autres peuples autochtones en Europe, mais pas que, c'est pas du fait de leur avantage guerrier que le cheval leur aurait donné. Il faudrait chercher cette origine ailleurs. En fait, si vous essayez de faire coïncider les cartes ici des migrations humaines avec les cartes des migrations des chevaux, il y a une migration humaine qui est liée à une culture matérielle qui colle vraiment bien. C'est la culture matérielle que je vous montre ici. On l'appelle Sintashta, peu importe pour le détail, mais les Sintashta, ce sont des peuples qui avaient la bonne idée de se faire enterrer, vous voyez ici un corps humain, de se faire enterrer avec les chevaux. Vous voyez ici 2 têtes de chevaux, mais aussi à l'arrière de ces 2 chevaux, vous voyez ici les roues depuis le dessus d'un char à roues rayonnées, vous les voyez ici par le côté. Les Sintashta sont les inventeurs de la roue à rayons, et donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'alors qu'ils inventent le véhicule, le char à roues rayonnées, ils inventent son moteur. Sauf que le moteur est biotechnologique, il s'agit du cheval. Et donc ceux qui l'ont déplacé, et ont envahi le monde d'une certaine manière avec, c'est notamment les peuples Sintashta, qui ont fait une expansion assez prodigieuse en Eurasie, et surtout dans le territoire de l'Asie centrale, pour atteindre le contrefort de l'Altaï, il y a environ 4100 ans de cela à 4100 ans de cela. Donc je vous disais 3 questions, on en a déjà répondu à 3, mais il m'en reste une en fait, qui était la question du comment. Et ce que j'entends par là, c'est comment les humains ont pu transformer une bête sauvage en une bête qui est à leurs mains, qui répond à leurs besoins de mobilité, comme je viens de vous le montrer. Et alors, pardon pour l'ésotérisme de ce graphisme, c'est que j'ai des vidéos que je ne peux pas encore montrer pour des raisons d'embargo, mais ce que Graphique va essayer de vous montrer, c'est finalement de répondre à un jeu très simple. Puisqu'on a vu quel est le cheval qui a eu du succès, celui que j'ai montré en orange et qui a envahi le monde depuis 4200 ans, il suffit de regarder les lettres de ce texte-là et de le comparer avec toutes les autres versions du texte que l'on retrouve dans les autres multiples types de chevaux qui ont préexisté à ce type. Et de faire un jeu des 7 erreurs, voir quelles sont les lettres qui sont typiques des vainqueurs, de ceux qui ont envahi le monde, et de voir celles que les autres avaient, mais que ceux-là n'avaient pas, pour essayer de voir quelles étaient les mutations génétiques que les humains ont décidé de sélectionner à travers ce type génétique orange. Et alors ce graphique-là, ce qu'il vous montre, c'est les 31 chromosomes non sexuels du caryotype du cheval. Chez les humains, il n'y en a pas 31, hein, il y a 23 paires de chromosomes. Bon, chez les chevaux, il y en a un petit peu plus, ils n'ont pas les mêmes tailles, c'est pas très grave. Et chaque point que vous voyez, c'est qu'en fait, on peut prendre une lettre parmi les 3 milliards, et on peut regarder si la lettre qui est dans les chevaux de type orange qui ont envahi le monde est la même que dans tous les autres types. Si elle est vraiment très différente entre les versions de texte, alors le graphique ira très haut. Si c'est à peu près la même dans les 2 cas, le graphique ira très bas. Bref, il s'agit maintenant de regarder ce graphique vers le haut pour retrouver les endroits génétiques où les mutations entre les chevaux qui ont eu du succès et tous les autres sont très différentes, où les versions textuelles sont très différentes, si vous voulez. Et à ce jeu-là, j'ai été très surpris que ça marche quand on a vu ça, mais vous voyez qu'il y a 2 endroits du génome très précisément, l'un sur le chromosome 3 et l'un sur le chromosome 9, qui ressortent comme le nez au milieu de la figure, si je puis dire. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a vraisemblablement 2 changements génétiques qui ont été critiques biologiquement pour faire le succès de la domestication du cheval domestique tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Donc il s'agit maintenant pour nous, généticiens, d'aller regarder de plus près quels sont les gènes qui se nichent là-dessus, vous en avez un zoom ici, et quels sont les gènes qui se nichent là-dessous. Et c'est ce que je vais faire maintenant, vous décrire un peu ce que font ces 2 gènes. Donc il y en a un, celui du chromosome 9, dont la mutation qui est très différente entre les vainqueurs d'une certaine manière et les perdants, si vous voulez, de la domestication. C'est le gène que l'on appelle la jasdermine C, GSDMC. Et ce gène-là, je dois vous dire qu'on ne sait pas encore, à l'heure où je vous parle, trop ce qu'il fait. En fait, mon laboratoire sait maintenant ce qu'il fait, mais je ne peux pas encore vraiment en parler, donc je vais essayer de vous en donner des intuitions pour que vous gardiez le bon message ce soir avec moi. Ce gène-là, on le connaît pas mal sur des études chez les humains, non pas chez les chevaux. Parce que les humains sont l'une des espèces les plus étudiées pour des problèmes médicaux d'une certaine manière. Donc il s'agit qu'on aille à l'hôpital et qu'on nous radiographie beaucoup, et ça a été fait par dizaines de milliers de par le monde, et qu'on nous séquence, ça a été fait pour des centaines de milliers de par le monde, pour qu'on essaie de voir quel type de texte génétique chez les humains engendre tel type de maladie chez les humains.
Et en particulier, il y a une version du gène Jas-dermin-C, GSDMC, qui est celui du chromosome 9, qui est important pour la domestication du cheval, qui chez les humains entraîne vraiment des problèmes liés à la locomotion, précisément. Ici, ce que vous voyez, c'est des radiographies, ici en coupe sagittale, donc verticalement dans le plan de symétrie de votre corps, si vous voulez, ou en coupe transversale, le long du rachis dorsal. Eh bien, vous voyez ici des individus qui n'ont pas la version du texte modifiée, et ici des individus qui ont une version modifiée du texte pour les deux versions que porte leur ADN. Et vous voyez que pour les spécialistes, en fait, la taille, la forme des vertèbres que vous voyez ici n'est pas du tout la même. Ça se voit peut-être plus en coupe transversale, où ici vous avez les nerfs qui partent vers les muscles, dans le corps. Et vous voyez qu'ici, les nerfs sont très comprimés et n'ont pas du tout la même forme, si vous voulez, que là. Si vous regardez le portrait clinique de ces gens-là, de ces humains-là, qui ont donc une version modifiée de ce gène, j'insiste, eh bien, ce sont des gens qui ont des douleurs dorsales importantes, à ce point chroniques, puisque leurs nerfs sont comprimés, à ce point que ça fait une énorme sciatique, si vous voulez, et qu'ils ne peuvent plus se déplacer, puisque chaque mouvement de leur corps devient pénible. Donc on peut en déduire, et l'intuition sera juste, même si la démonstration est un peu tirée par les cheveux ce soir, mais on peut en tirer, puisque ce sera juste compte tenu d'autres évidences que je ne peux pas vous communiquer, que finalement l'un des gènes que l'humanité a sélectionné, c'est le gène GSDMC, et que la version qui a été sélectionnée a conduit à changer le mode locomoteur du cheval d'une manière beaucoup plus fluide, d'une certaine manière. Sa coordination des mouvements était bien plus simple. Ça colle bien avec l'histoire que je vous ai racontée avant. C'est il y a 4200 ans, quand on fait cette sélection, eh bien, le cheval devient mondial, littéralement. Vous vous souvenez, en 3 siècles, il est aux portes de l'Espagne, et en 3 siècles, il est aux portes de la Mongolie. Donc, il se déplaçait mieux, ce qui colle avec nos besoins d'un moteur qui tire nos chariots. L'autre gène, je vous le disais, il est au chromosome 3. Et alors lui, je dois vous dire qu'on a des évidences beaucoup plus solides biologiquement sur celui-là. C'est un gène qui s'appelle le gène ZFPM1. Désolé, les scientifiques mettent des noms barbares derrière tout ça, mais il a beaucoup été étudié chez des modèles murins, chez des modèles de rongeurs en général, le rat, pas seulement la souris, mais aussi le lapin. Et je vous montre ici des expériences qui ont été faites chez la souris. Il s'agit de mettre certaines souris porteuses ou pas de différentes versions génétiques de ce gène ZFPM1, donc on peut les modifier pour voir les effets de ces modifications sur certains de leurs comportements. Et en particulier, le comportement qu'on va mesurer là, c'est le temps que vont passer des souris derrière des murs, ou plutôt dans des endroits non protégés. Et les éthologues sont capables de convertir ces chiffres en mesure de la tolérance à l'adversité, la propension à l'adversité, à découvrir quelque chose de non connu, de non protégé, si vous voulez, qu'auront les animaux. Bref, ce test-là est un test qui va comparer le comportement explorateur, si vous voulez, de l'animal vers des zones qui ne sont pas protégées ou des zones protégées. C'est un test classique de comportement social pour essayer de voir comment les animaux vont être curieux d'une certaine manière. Donc ce qu'on va mesurer ici, c'est quelque chose de l'ordre du comportement. Et donc si vous mesurez le ratio entre le temps qu'elle passe dans des endroits protégés en haut divisé par le temps qu'elle passe dans des endroits non protégés, vous avez ce type-là de graphique, que ce soit chez les femelles ou chez les mâles, souris, eh bien vous voyez que ça se dégringole, autrement dit, elle passe beaucoup moins de temps dans des endroits non protégés. Donc il y a des versions de ce gène ZFPM1 qui vont modifier le comportement global de l'animal, qui va devenir un animal beaucoup moins propre à être curieux, à aller vers quelque chose de non connu, et d'autres tests montrent que c'est aussi un comportement qui est associé à beaucoup plus d'agressivité, cette version-là du texte. Les mâles, en particulier, vont passer beaucoup plus de temps à se mordre si elles portent certaines versions de ce gène. Autrement dit, ici, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le gène qui a été sélectionné par les premiers éleveurs du cheval, eh bien, c'est un gène du comportement qui module le comportement curieux, d'adversité et d'agressivité de l'animal. Et ça, nous, on l'interprète d'une manière très simple en disant que le succès a été à ce point ou tel que cette version que les éleveurs ont sélectionnée, c'est sûrement une version qui était beaucoup plus prompte à rendre les animaux dociles et donc prompte à les rendre capables de coexister avec eux. Souvenez-vous des enclos qui contiennent peut-être des centaines de chevaux et à coexister avec nous, puisqu'on leur demande un certain nombre de tâches. Donc la question du comment est réglée désormais, puisqu'on est capable de dire qu'il y a eu 2 innovations génétiques majeures, que cette humanité-là, il y a 4200 ans, au nord du Caucase, a réussi. La première, c'est modifier le comportement de leurs animaux. Et la seconde, c'est sélectionner des animaux dont la locomotion était
simplifiée, moins douloureuse, plus prompte à tirer des poids tels que ceux des chariots ou à porter sur leur propre dos les poids de nos propres corps. Alors évidemment, tout ça, c'est il y a très longtemps, il y a 4200 ans, et j'ai commencé cet exposé en vous disant que depuis, le cheval a fait l'histoire humaine. Et donc je dois vous dire deux mots de qu'est-ce qu'on apprend en fait quand on déploie ce genre de technique à différentes époques. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui ensemble, un peu moins d'une heure, donc plutôt que continuer à apprendre des populations qui nous ont fascinés, telles que les Scythes de l'âge de fer dans l'Asie centrale, tels que les chevaux celtes, tels que les chevaux vikings, nos technologies ont été appliquées là-dessus et nous ont décelé énormément de découvertes. J'ai pris un exemple aux antipodes temporels de celui que j'ai pris. J'ai pris celui de la colonisation des Amériques, autrement dit, à la fin du XVe siècle, au cours du XVIe siècle, puisque c'est, vous en conviendrez, un des grands derniers épisodes historiques que l'on pense bien comprendre, puisqu'il y a des sources textuelles, puisqu'il y a des sources iconographiques, puisque beaucoup d'historiens s'en sont emparés. Et donc ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui, c'est que l'ADN, même dans des époques très récentes, bien documentées par ailleurs par l'histoire et tout son arsenal méthodologique, eh bien, nous révèle des surprises aussi. Et cette histoire, pour moi, a commencé quand Yvette Running Horse Collin m'a contacté en 2018 de mémoire. Et Yvette, qui est une indienne Sioux, Lakota pour être précis, dans sa tribu d'origine, m'envoie un mail après que nous ayons publié nos résultats sur Bowtie et me décrit la situation que pour son peuple, donc le peuple Sioux Lakota, les Lakota sont très connus d'ailleurs pour être, pour une partie d'entre eux, les descendants de Sitting Bull par exemple. Donc c'est une des nations américaine très connue, très fameuse. Il y en a à peu près plus d'1 million qui vivent en Amérique du Nord aujourd'hui encore. Eh bien, Yvette me décrivait que pour son peuple et pour d'autres nations premières américaines, eh bien, leur histoire orale, transmise de génération en génération, indique qu'ils ont toujours eu le cheval. Autrement dit, que l'histoire du cheval et l'histoire des Indiens d'Amérique de type Lakota, les Sioux, eh bien, c'est la même chose. Le cheval et eux, c'est la même chose depuis toujours, dans son propre langage, depuis les temps immémoriaux. Et donc, quand elle m'écrit en me disant ça, pour m'inviter à travailler avec elle, pour étudier cette question-là, je dois vous avouer que je suis très surpris, en fait. Puisque pour des gens comme nous, de notre formation, donc très occidentale universitaire, la question du cheval aux Amériques a été réglée depuis bien longtemps. Dans le modèle occidental, les chevaux sont apparus aux Amériques il y a bien longtemps, il y a 4 millions d'années, en tant que genre, le genre Equus, et puis ont irradié plusieurs fois, mais se sont éteints aux alentours d'il y a 12 000 ans. On dit ça dans nos modèles occidentaux, tout simplement parce que quand vous faites le travail paléontologique au cours des Amériques, tout autour des Amériques, vous trouvez plus de fossiles de chevaux après 12 000 ans. Donc l'absence de découverte de fossiles nous a fait conclure depuis bien longtemps que les chevaux se sont, bien que d'origine américaine, se sont éteints aux Amériques, n'ont survécu ailleurs de par le monde qu'en Eurasie, dans l'ancien monde, et finalement ont pu rejoindre les Amériques qu'à la faveur du processus colonial, en particulier dans les caravelles des conquistadors qui les auraient ramenés quelque part entre le début du XVIe et la fin du XVIIe. Sur ces points-là, d'ailleurs, si vous discutez avec beaucoup d'historiens, le consensus est de dire que les chevaux passent aux mains des peuples premiers, des peuples américains natifs, aux alentours de 1680, tout simplement parce qu'en 1680, dans le territoire du Nouveau-Mexique, il y a une révolte qui est fameuse, la révolte des Pueblos, qui est un peuple natif américain, qui s'empare pour une vingtaine d'années du pouvoir du Nouveau-Mexique, qui était alors à la main des descendants des conquistadors, s'emparent de leur pouvoir, de leur possession, et en particulier de leurs chevaux, pour redistribuer leurs chevaux à l'ensemble des plaines. Donc pour l'histoire en Occident, les chevaux aux Amériques, c'est 1680, ils passent à la main des Indiens d'Amérique, et puis voilà. Et donc l'histoire n'est finalement pas adressée. Cela étant, en y réfléchissant, quand elle me contacte, il se trouve que quasiment à la même époque, des résultats sont publiés qui nous font penser que les Vikings ont établi des colonies eux-mêmes bien avant les conquistadors, en 1021, l'année 1021 précisément. Et vous savez, les Vikings avaient une énergie folle et pouvaient peut-être avoir mis des chevaux dans leur drakkar. Et donc peut-être qu'ils avaient eux-mêmes entrepris le voyage que les conquistadors feraient 5 siècles après eux, peut-être. Et donc peut-être qu'on pouvait imaginer que les chevaux qui étaient passés à la main des Indiens étaient finalement non pas des chevaux espagnols, mais plutôt des chevaux vikings, scandinaves.
Et d'autre part, quand on regarde d'autres travaux historiques, en particulier les travaux d'un certain Haynes, que vous voyez ici, eh bien Haynes, qui a en fait une étude ethnographique sur les documents que des occidentaux ont écrits à mesure qu'ils découvraient ces territoires-là, Haynes avait proposé qu'il fût possible que les chevaux soient passés aux mains des Indiens des plaines dès les années 1600 et non pas 1680. Mais c'est une hypothèse historique qui n'est pas vraiment suivie et qui n'est pas vraiment crue dans sa totalité. Bref, je me rends compte en creusant qu'il y a peut-être des possibilités qu'en effet, le cheval soit arrivé aux États-Unis ou en Amérique du Nord plus tôt que prévu, plutôt prévu, c'est-à-dire peut-être avec les Vikings, ou soit arrivé à la main des Indiens dès les années 1600 et peut-être pas 1680. Quant à penser que le cheval ne se serait pas éteint aux Amériques et donc que les Indiens locaux les aient eus depuis toujours, c'était une hypothèse à laquelle je croyais peu, mais que je m'empressais de lui répondre, vouloir étudier avec eux. Et donc depuis l'année 2018, nous avons travaillé beaucoup ensemble pour essayer de trouver des réponses à ces questions et je suis ravi de partager avec vous un travail qu'on a publié l'année dernière à ce sujet. On a employé la même méthode, autrement dit, séquencer énormément de chevaux, que vous voyez ici comme les points rouges, qui sont des chevaux archéologiques que l'on a pu dater par la radiocarbone datation entre 1600 et 1700. Bon, il y a des problèmes de datation dont je passerai les détails. Techniquement, ça a été quelque chose de calibrer les horloges ici. Mais donc, le travail d'archéologie a été fait, on va dire, au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Ce sont les points rouges. On a aussi séquencé, ce sont les points jaunes, des chevaux qui vivaient en Amérique du Nord il y a plus de 12 000 ans. 30 000 ans, 25 000 ans, pour avoir une idée des variations de texte des chevaux natifs des Amériques. Et puis, mon laboratoire a séquencé à peu près tous les chevaux auxquels on peut penser avoir accès en Eurasie depuis 4 000 ans. Donc évidemment qu'on en a fait la comparaison. Et la première grande surprise que l'on a eue, c'était de voir que nous avions des dates de chevaux qui étaient aux alentours de 1600 dans les territoires des plaines de l'Ouest américain. Alors vous me direz, c'est peut-être des chevaux européens, d'explorateurs européens, dont on a retrouvé les vestiges. Sauf que quand on regarde au-delà de la datation et qu'on fait de l'archéologie plus fine, on se rend compte que ces chevaux sont nourris au cours de leur vie avec des plantes natives américaines, le maïs en particulier. Donc le maïs n'est pas une plante européenne et les Européens n'ont pas cultivé le maïs à ces époques-là. Donc ça, c'est un indice pour vous dire que ces chevaux étaient vraisemblablement déjà en 1600 passés à la main des Indiens. Et d'autre part, c'est choquant puisque c'est très récent, c'est plus récent que la révolte des Pueblos dont je parlais de 1680. Et d'autre part, ces mêmes chevaux qui mangeaient donc du maïs et qui étaient datés aux alentours de 1600, on peut se rendre compte, notamment celui-là, vous le voyez son crâne et vous voyez un modèle tridimensionnel de ça, vous voyez qu'il a une sorte de défaut de crâne ici, son crâne est enfoncé, ça c'est une fracture qui a été réduite, qui aurait dû tuer le cheval. Et sans intervention vétérinaire, ce cheval-là aurait dû mourir. Parce que c'était une déformation totale du crâne à l'issue sûrement d'un coup porté au cheval. Donc ça veut dire que les humains qui ont eu accès à ce cheval, qui l'ont nourri avec les plantes indigènes, donc sûrement des Indiens eux-mêmes, eh bien avaient développé un aripiatre énorme, une connaissance vétérinaire du cheval telle que dès 1600, ils étaient capables de les soigner, de rester avec eux pendant très longtemps. Donc il y a fort à parier que Yvette n'avait pas tout à fait tort dans son approche en disant que oui, sûrement 1600, et peut-être quelque part au cours du XVIe siècle, le cheval est passé à la main des Indiens dans les plaines du sud-ouest américain. Par contre, d'un point de vue de la génétique, c'est là où je dois m'arrêter dans ma démonstration, puisque d'un point de vue génétique, je vous ai dit que les couleurs étaient des types particuliers. Le type jaune, c'est le type natif des Amériques, ici, que vous voyez, donc ce sont des chevaux qui vivaient avant 12 000 ans, avant l'extinction des Amériques. Et vous voyez que ce variant jaune, il n'est pas retrouvé dans aucun des vestiges archéologiques que l'on a étudiés depuis le XVIe siècle au XIXe siècle. Et il n'est pas retrouvé, ce variant jaune, vous voyez aucun jaune dans ces graphiques-là, il n'est pas retrouvé dans les chevaux qui vivent aujourd'hui en Amérique du Nord, et en particulier pas, et ce sont les points roses, qui vivent en Amérique du Nord et qui sont considérés comme des chevaux premiers par les peuples indigènes eux-mêmes. Bref, les chevaux des Lakota, aujourd'hui en rose, n'ont rien à voir avec les chevaux qui existaient en Amérique il y a plus de 12 000 ans de cela. Autrement dit, bien que nos travaux aient démontré que le cheval est passé à la main des Indiens d'Amérique au plus tard vers 1600 et vraisemblablement au cours du XVIe siècle, et n'a donc pas attendu un siècle de plus pour arriver à la révolte des Pueblos, on a dû démontrer par ailleurs que le cheval a vraisemblablement éteint aux Amériques et n'est pas
passé depuis les temps immémoriaux à la main des peuples indigènes eux-mêmes. Et nos travaux ont pu montrer quelque chose de plus. Je vous disais qu'il y avait une hypothèse avec les Vikings. Ce que nos travaux ont montré, et c'est ce que ce graphique barbare tend à vous signaler, c'est qu'ici on mesure la distance génétique entre les chevaux historiques que l'on a analysés d'Amérique du Nord en rouge et les chevaux espagnols, relativement à la distance génétique entre ces mêmes chevaux d'Amérique du Nord entre le 16e et le 19e et les chevaux anglais. Autrement dit, ce que vous voyez dans ce graphique, c'est si les chevaux se placent plutôt dans la partie haute du graphique, ça veut dire que ce sont des chevaux plutôt espagnols. S'ils se placent dans la partie plutôt basse du graphique, ce sont plutôt des chevaux anglais. Et donc ce que vous voyez, c'est que donc, rouge, c'est le 16e, 19e siècle, 20e siècle aujourd'hui, c'est rose. Vous voyez qu'on a pu montrer que les chevaux des Amériques étaient tout d'abord espagnols, et qu'entre le 19e et le 20e, ils se sont anglicisés d'une certaine manière. Et donc ce que l'on voit ici par l'ADN du cheval, c'est ni plus ni moins que les grands flux liés au phénomène colonial, à savoir le changement du pouvoir depuis les mains plutôt espagnoles vers des mains plutôt anglaises, en fait. Donc le génome du cheval, l'ADN du cheval, a enregistré d'une certaine manière les flux liés au phénomène colonial. Alors, les Anglais, vous savez, leurs chevaux sont très proches des chevaux scandinaves, en fait. Donc, ce que l'autre partie du graphique vous montre, c'est que cet enrichissement en variété de textes anglaises, on ne le voit pas du côté des Vikings. Okay. Donc, les chevaux, bien qu'ils deviennent plus anglais, ils ne deviennent pas plus vikings. Ils sont toujours au-dessus du graphique, ils sont toujours plus espagnols que vikings. Donc, je démontre là, par là même, que ce ne sont pas des vikings qui ont apporté le cheval aux Amériques du Nord, mais vraisemblablement, comme les modèles l'avaient pensé, essentiellement les chevaux des conquistadors. Donc notre modèle n'a pas été révisé quant à la dynamique de l'extinction des chevaux aux Amériques, mais a été révisé complètement, malgré les sources historiques très documentées pour l'époque. Eh bien, on a dû réviser que ce n'est pas en 1680 que le cheval est devenu l'affaire des Indiens d'Amérique, mais dès les années 1600, et voire peut-être même avant. Et donc j'espère vous avoir là convaincu que par de la génétique, eh bien, on fait de l'histoire en réalité, malgré l'ensemble des sources historiques. Et d'une certaine manière, les Lakota eux-mêmes ont vraiment accepté nos découvertes puisqu'on l'a publié ensemble. Et indépendamment de nos résultats, c'est ce que dit ici Grandpa American Joe Horse, il dit que leur responsabilité du cheval ne change pas indépendamment des origines historiques et génétiques que nous avons dévoilées. Alors pour conclure, en 2-3 minutes, les 2-3 minutes qui me restent, j'espère vous avoir convaincu que bien que notre objet de travail soit le cheval, ce qu'on voit derrière lui, et en étant au musée de l'homme, je prêche une paroisse convaincue, je suppose que c'est l'histoire de nous-mêmes que nous voyons. Donc en filigrane de l'animal, ce que l'on voit, c'est l'histoire des humains eux-mêmes. Mais j'aimerais vous terminer cette conférence avec 2 idées très précises. La première, c'est que voici un graphique qui vous donne la diversité génétique des chevaux telle qu'elle a été découverte par nos travaux dans le passé. Le passé ici, c'est avant la domestication, avant il y a 4200 ans. 2 points seront d'autant plus proches dans ce graphique qu'ils auront les mêmes textes, les mêmes gènes si vous voulez. Donc plus des points sont étendus dans le graphique, plus ça veut dire que la diversité des chevaux était très grande. Donc elle est très grande à ces époques-là avant nous. Eh bien voilà ce qui lui arrive à cette diversité avec nous. Ce qu'il reste de la diversité des chevaux depuis 4200 ans, ce n'est plus que ce confetti de la constellation de diversité qu'il possédait au préalable. Donc quand je dis que le cheval, dans son patrimoine génétique, enregistre nos activités, celles des humains, je le dis littéralement, il faut m'entendre littéralement, puisque en sélectionnant un seul type parmi tous les multiples qui existaient, eh bien, et en le rendant à ce point populaire, en envahissant la planète sur son dos, eh bien, l'humanité a causé la perte définitive d'une multitude d'autres types de chevaux. Et sachez que nos travaux montrent que cette perte est encore plus grande depuis le XVIIIe siècle, depuis, d'une certaine manière, la révolution agronomique qui a considéré la production de variétés, les agronomes appellent ça des races même, des types de chevaux, les grands ensemble, les petits ensemble, les rapides ensemble, et ça s'est accompagné d'une érosion génétique importante chez les chevaux. Première grande idée sur laquelle j'aimerais vous laisser penseur, d'une certaine manière. La seconde, c'est que, et j'en ai pas du tout abordé, c'est que le cheval, ce n'est pas qu'un instrument biologique. C'est un marqueur social énorme dans les populations. Donc il y a un aspect social chez le cheval que je n'ai pas abordé, et j'aimerais là vous faire toucher du doigt comment l'ADN, instrument de la nature par excellence, peut aider à comprendre la culture, les phénomènes sociaux.
Et l'exemple que je vais prendre avec vous, c'est nos travaux sur les sites nomades de l'âge du fer, qui sont célèbres pour nous avoir laissé une orfèvrerie en lien avec le cheval, très très prestigieuse, connue par le monde et exposée dans les plus grands musées du monde entier. Et la question qu'on va essayer de voir ici, c'est en étudiant l'ADN des chevaux des sites, qu'est-ce qu'on peut comprendre du phénomène social lié à ces nomades de l'âge de fer. Donc je vous amène dès à présent dans un endroit qui est l'est du Kazakhstan, au contrefort de l'Altaï, dans une vallée où vous voyez ici que les archéologues sont en train de fouiller un énorme tumulus, une énorme accumulation de pierres. La fouille a pris des années, évidemment. Si vous enlevez toutes ces pierres-là, ce que vous découvrez après plusieurs saisons de fouilles, 6 mètres à l'aplomb de ces pierres, c'est une sorte de tombe à l'intérieur de laquelle gisent 2 humains. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'était guère les humains qui étaient à l'intérieur de ces tombes, bien qu'elles aient été analysées aussi génétiquement, mais ce sont plutôt ces crânes-là qui sont déposés ici et qui sont en fait des crânes de chevaux, que vous voyez ici dans la représentation, orientés un petit peu différemment. Voilà l'endroit où les 2 corps humains étaient déposés et l'ensemble des chevaux étaient déposés. Les sites, il faut savoir qu'ils sacrifiaient bien volonté des chevaux lors des funérailles des personnages très importants, des membres de l'élite de leur société, si vous voulez. Et donc, en l'occurrence là, à Bérel, c'est le nom du site, ils avaient sacrifié pour les funérailles de ce couple, en fait, c'était 2 funérailles, 13 chevaux. Et donc, ce qu'on va essayer de voir avec l'ADN, c'est qu'est-ce que ça nous raconte du fait social. Le fait sacrificiel est établi par l'archéologie depuis très longtemps, ils ont sacrifié ces chevaux, mais vous en conviendrez qu'en n'ayant que les ossements et les dents de ces chevaux, on ne peut pas dire grand-chose sur à quoi ressemblaient ces chevaux de leur vivant. Donc, ils nous renseignent guère plus que de dire que les chevaux ont été sacrifiés. Donc, ces chevaux étaient déposés sur 2 niveaux. Je les montre ici pour plus de clarté. Et vous voyez, la préservation est colossale. Vous voyez une mandibule de cheval. Vous voyez les dents ici. Vous voyez que certains étaient recouverts d'un textile qui était doré, qui a été retrouvé sur l'ensemble des 13 chevaux. Donc, quand on a des préservations de cet ordre, évidemment, le jeu de l'ADN est assez facile. Le jeu de l'archéologie est relativement facile aussi, puisqu'il y a énormément d'informations qui nous sont divulguées. Donc, faisons le jeu de l'ADN. Avec l'ADN, vous pouvez apprendre plein de choses. Qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, que c'était que des mâles qui étaient sacrifiés. Donc il y a déjà un biais social, la représentation des genres, des sexes, je devrais dire, des sexes biologiques entre les chevaux, était absolument pas neutre, puisque les pratiques sacrificielles étaient exclusivement réservées aux mâles. Ensuite, l'ADN nous a prouvé que, par des méthodes que je n'ai pas le temps de vous développer ici, que c'était des chevaux entiers. Il ne s'agissait pas d'ongres, ils n'étaient pas castrés, pour être trivial. Ce qu'on ne pouvait pas voir en présence uniquement du matériel squelettique. Donc on apprend ici que les mâles non castrés sont l'apanage des pratiques sacrificielles. Ensuite, par l'ADN, et en particulier par les modifications épigénétiques de l'ADN, on est capable de prouver l'âge des chevaux à la mort. Et en fait, toutes les classes d'âge ont été représentées, depuis 2 ans pour le plus jeune jusqu'à 21 ans de mémoire pour le plus vieux. Autrement dit, le sacrifice n'était pas réservé qu'aux chevaux les plus en fin de vie, ou que les chevaux dans le meilleur de leur vie, quelque chose comme entre 8 et 11 ans. En fait, il sacrifiait une diversité de chevaux non castrés. Ensuite, l'ADN nous a prouvé qu'ils n'étaient pas apparentés, ces 13 chevaux. Il n'y avait qu'une paire de chevaux qui étaient apparentés par des liens du second degré, de l'ordre de grands-parents à petit-enfant, à petit-fils, en l'occurrence grand-père, petit-fils, mais la plupart n'étaient pas apparentés, bien moins que ceux qu'on aurait pu s'attendre, ce qui nous veut dire que les pratiques sacrificielles n'étaient pas réservées à des élevages de chevaux particuliers qui auraient été élevés pour le sacrifice. Donc c'est quand même une information très importante. Je vous rappelle que ces peuples-là n'ont pas laissé de sources historiques textuelles. On a des sources textuelles sur eux, Hérodote a écrit sur eux, mais il n'y a pas de source directe primaire de l'histoire de ces peuples racontée par eux-mêmes. Donc on apprend quelque chose sur leurs pratiques artificielles ici. Et enfin, l'ADN nous a appris beaucoup de choses sur leurs traits biologiques, mais en particulier leur couleur. Et on a pu montrer que l'ensemble de ces chevaux étaient en fait, non pas tels que c'est d'ailleurs raconté dans des archives historiques, plutôt des chevaux blancs, parce que blanc souvent c'est la couleur de la noblesse. Et en fait, il y avait à peu près toutes les autres couleurs, du bai en passant par le palomino ou par le cheval noir, et il y avait toutes les autres couleurs sauf le blanc qui étaient représentées. Donc on voit bien comment les représentations culturelles, sociales des couleurs n'étaient pas associées nécessairement à du prestige à cette époque-là. Donc, bien sûr, ce n'est pas le faisceau social dans sa toute complexité, dans sa grande complexité qu'on dévoile là, mais vous en conviendrez, on dévoile des choses qui ne nous seraient pas accessibles par l'archéologie habituelle par ailleurs.
Et donc je suis ravi de vous dire, et je vous laisserai là-dessus, que fort de ces résultats, mon laboratoire a entrepris de faire le même type de travail dans des sites de Mongolie, ici, qui sont des sites monumentaux funéraires. Voilà ici une tombe où un humain a été de l'élite de ce peuple. On est aux alentours d'il y a 3100 ans de cela, en Mongolie centrale, ici. Eh bien, si vous fouillez toutes les autres structures qui sont autour, derrière chacun de ces micro-tumuli, on appelle ça des satellites, si vous faites le travail de fouille, vous trouvez, là cette fois c'est le bon, vous trouvez des crânes de chevaux. Et donc ce qu'on espère ici comprendre, c'est quelles étaient les pratiques funéraires sacrificielles que ces peuples-là, qui n'avaient pas l'écriture, développaient, pour essayer d'avoir une meilleure compréhension des paysages tels qu'on peut encore les admirer aujourd'hui. Avec ça, je voudrais évidemment remercier à nouveau la société et le musée de m'avoir invité, de l'occasion de partager ce moment-là avec vous, nos sponsors qui sont nombreux, et puis l'ensemble des collaborateurs sur l'ensemble du monde qui travaille avec nous. Et enfin, vous toutes et tous pour votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ludovic Orlando. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des questions où il y a déjà des mains qui se dressent. Attendez bien qu'on vous ait passé le micro, parce que cette conférence est enregistrée et elle le sera dans de meilleures conditions si vous suivez cette règle. Bonsoir, merci pour la qualité de votre conférence. Je voulais savoir si le gène, j'ai noté le nom, ZFPM1 chez l'homme, présentait aussi des signes de sélection par rapport à Néandertal, par exemple, puisqu'il s'agit d'agressivité éventuellement ou de socialisation possible. Est-ce qu'on retrouve le même type de traces génétiques ? Alors, je dois vous avouer que nous, on n'a pas regardé, mais d'autres laboratoires que le nôtre ont regardé, et il ne fait pas partie de la liste des candidats qui différencient le patrimoine génétique néandertalien et le nôtre, ni même d'ailleurs le dénisovien. Donc, je ne pense pas que ce soit le cas. Par contre, c'est un gène qui influe sur le comportement, y compris des humains. Des études comportementales ont été faites en relation avec les variantes génétiques que les humains portent. Et des différences subtiles ont été mesurées. La difficulté avec les études comportementales humaines, c'est que, évidemment, on est des animaux excessivement complexes et sur notre comportement, on joue énormément de facteurs autres que les facteurs génétiques. Et donc, il faut des études de cohortes colossales, en dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'individus, avant de pouvoir décortiquer la part des paramètres éducatifs, sociaux, médicaux et autres. Merci pour votre conférence. Ma question est sur le même gène, en fait, mais dans un autre sens. Vous avez expliqué que ce chevaux qui a été domestiqué, qui a été donc plus docile, avait conquis la planète en fait, humaine. Mais en fait, ce n'est pas tellement ce gène de domestication et de docilité qui l'a aidé. J'imagine que ce sont les humains. Parce que quand on est un animal sauvage, il faut le mettre agressif pour essayer de se défendre. Et en fait, on lui a retiré cette agressivité, mais ce sont les humains qui ont plutôt éliminé les autres chevaux que lui par concurrence, j'imagine. Vous m'avez absolument compris, et pardon si je n'ai pas été clair ou ambigu. Donc, ce que nos travaux montrent très précisément, c'est que la version, je vais simplifier, c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, mais ce serait assez juste ce que je vais vous dire. Il y a en gros deux versions de ce gène chez les chevaux, deux variants génétiques. Et ces deux variants coexistent dans les populations naturelles à des fréquences très, très, très différentes. Avant nous, la modification qui va devenir la plus populaire, la version du texte qui va nous servir d'une certaine manière, est de l'ordre, y compris dans les chevaux bataille, de 1%. Donc c'est une mutation qui existait à l'état naturel dans les populations de chevaux. Mais il a fallu attendre il y a 4200 ans, 4600 pour être précis pour cette mutation-là, pour que les humains commencent leur travail de sélection dessus. Donc en effet, je suis d'accord avec vous, les humains n'ont pas fait apparaître la mutation dans des mutations qui existaient dans les populations. À un moment donné de l'histoire, les humains ont commencé à s'acoquiner du cheval et se sont empiriquement rendus compte que, sans avoir les séquenceurs ADN évidemment, qu'il y avait des chevaux de deux types d'une certaine manière. Et que leur travail était peut-être un peu plus simple avec
l'un de ces types qu'avec les autres. Et ce faisant, les éleveurs ou les proto-éleveurs, d'une certaine manière, ils ont commencé à interagir, à faire se reproduire entre ceux et celles qui étaient les porteurs de cette mutation-là, de fait que, de fil en aiguille, nos travaux montrent en 75 générations de chevaux, ça fait à peu près en 400, 450 ans, ça, cette mutation devient quasiment à 100% dans la population. Donc le travail de Darwin aurait dit de sélection artificielle, évidemment, imposée par la main des humains, a fait son temps, et si bien que les habitudes ont été prises, les techniques de pratique d'élevage ont été calées sur le comportement de ce cheval-là jusqu'à avoir le succès que j'ai décrit. Donc je suis d'accord avec vous, dans la nature, c'est un variant qui existait, il était vraisemblablement, nos travaux montrent que ce n'était pas le cas, il n'était pas contre-sélectionné dans la nature, il évoluait de manière neutre, autrement dit, quelle que fût la version que vous portiez à ces époques-là, ça ne changeait pas grand-chose sur votre capacité à fuir le loup, ou à fuir des prédateurs. Mais dès lors que les humains se sont dit « il nous faut interagir et produire cet animal plus », cette version-là a été plébiscitée. Le coefficient de sélection que nos données nous permettent de mesurer, donc ce n'est pas qu'une intuition, c'est quantitativement, c'est un avantage à chaque génération de survie et de reproduction de l'ordre de 10%. Ce qui est colossal, hein, ce qui est de l'ordre des coefficients de sélection chez certains heureux ou heureuses qui portent des mutations de résistance à certains pathogènes très très létaux chez les humains. Donc c'est un travail de sélection farouche qui a été fait, directionnel et systématique. Nos travaux montrent aussi d'ailleurs que les pratiques d'élevage accélèrent la reproduction des chevaux. Ces humanités-là, celles du Nord-Caucase, a compris non seulement l'histoire de comportement, mais a compris comment d'année en année, faire en sorte que les juments produisent une nouvelle génération plus vite. Alors que dans la nature, on l'a mesuré, l'intervalle intergénérationnel chez des chevaux sauvages était de l'ordre de entre 10 et 12 ans. Il était dès lors diminué de moitié, de telle sorte à ce que le cheval devienne un instrument économique. C'est-à-dire que moi, éleveur, je peux m'enrichir 2 fois plus vite en produisant 2 fois plus par unité de temps. Oui, quelle est la cause de l'extinction de moins 12 000 en Amérique? Est-ce que... Pardon, vous me prenez à dépourvu là. Pouvez-vous expliciter un petit peu? Parce que vous avez dit que des populations sauvages de chevaux peuplaient le continent au moins nord-américain et que ça, ils se sont éteints. Alors, à moins 12 000, il n'y avait pas de... Ah, moins 12 000, non, j'ai cru entendre Doseville. Donc je me disais, c'est un personnage historique que je ne connais pas. Dans moins 12 000, d'accord, très bien. Je vous suis, très bien. Donc, c'est très débattu. Je vais vous donc, par souci de transparence, je vais vous donner un état du débat. Le débat se pose en plusieurs termes. Il se pose, puisqu'il y a environ 12 à 13 000 ans, alors maintenant c'est une hypothèse qui est vraiment battue en brèche, ça, il y avait l'essor de la culture Clovis. C'est une culture nord-américaine qui taille des bifaces d'un type très particulier et qui se répand vraiment sur le continent nord-américain. C'est la première grande culture matérielle qui a été découverte en Amérique du Nord. Donc beaucoup de gens ont dit, quand on voit cette culture se répandre, on voit pas mal de populations de grands herbivores disparaître. Le cheval, mais il y en a plein d'autres. Hein. En fait, c'est un tiers des genres de grands herbivores qui disparaissent d'Amérique du Nord à cette époque-là. Donc les gens ont fait l'hypothèse de overkill, ça s'appelle, donc de surchasse. Seconde hypothèse, la maladie. Il y a peut-être eu une maladie qui est arrivée et qui a décimé les populations d'herbivores. Cette hypothèse, elle tient souvent dans l'esprit de ses concepteurs parce que rapidité, parce que en quelques siècles à peine, on n'en voit plus. Et puis, il y a la troisième tarte à la crème qu'on sort toujours, changement climatique, parce qu'en effet, la fin du Pléistocène tardif et le début de l'Holocène, c'est à peu près là. Donc on passe d'un monde qui était essentiellement glaciaire, avec des instabilités vers la fin, à un monde qui est celui qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire un monde plutôt à température plutôt tempérée, quoi. Donc peut-être que les grands herbivores, ces changements climatiques ont changé en cascade les distributions floristiques des paysages nord-américains et ce grand herbivore qu'est le cheval s'est mal accommodé du nouveau paysage et des plantes qu'il avait à ingérer. Et ces 3 pôles d'hypothèses
ont hanté la littérature encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, si je lis la littérature de manière non biaisée, il semble, et je dis il semble parce que c'est encore âprement débattu, qu'il y a un consensus qui se dégagerait vers plutôt l'hypothèse climatique. Parce qu'on voit, pas qu'aux Amériques, mais quand on regarde d'autres espèces, qu'il y a une coïncidence très très forte entre des changements climatiques très rapides et des pertes, d'une érosion de la diversité génétique très grande. Et donc, qui dit érosion de la diversité génétique très grande, quand les populations s'amenuisent, très souvent, on n'a plus le choix de nos partenaires de reproduction, nos partenaires sexuels. Donc, dès lors, il y a de la consanguinité qui arrive dans les populations, et la consanguinité est une tare génétique à très, très, très court terme. Donc, ce sont plutôt des modèles environnementaux, de changements environnementaux globaux, qui ont eu des effets papillons, qui, pour certaines espèces, se sont soldés par leur extinction. Le cheval en serait une aux Amériques du Nord. Et pour d'autres, non. Le bison nord-américain se portait jusqu'au fait colonial très très bien dans les grandes plaines. Donc il ne s'agissait pas seulement d'être grand herbivore pour disparaître, c'est des effets de cascade écologiques amorcés par des grandes perturbations climatiques qui auraient eu raison de la survie du cheval en Amérique du Nord. Mais il y a des gens encore qui doutent encore aujourd'hui de l'extinction. Donc ça reste une piste de recherche très ouverte. Ce qui est certain, c'est que le cheval n'a pas disparu en Eurasie. Et c'est d'ailleurs pourquoi on est capable d'en parler encore aujourd'hui et de trouver son foyer de domestication en Eurasie. Merci encore. De mémoire, la carte du monde que vous montriez avec les origines des chevaux, il y avait de l'orange partout et il restait un peu de bleu du côté ibérique. Oui. Est-ce que par hasard ce sont les Potiocs, les Basques, et ce serait merveilleux avec la langue basque? Non, alors bon, alors je vous ai dit 4200 ans, c'était la période transitoire où je marque les deux cartes. Et en fait, le point que vous voyez bleu-violet en Ibérie, et vous avez absolument raison, il est daté à 3900 ans. Donc il est sur la carte encore coexistant avec les oranges, mais en fait c'est parce que 3009, c'est le temps qu'il a fallu pour les oranges pour gagner ce territoire-là du monde. Alors cela dit, votre question est absolument juste et pertinente parce que la question qui suit, c'est combien de temps il a fallu à ce cheval ibérique pour disparaître. Et en fait, nos travaux, donc c'est pas encore publié, mais je peux vous en dévoiler quelques mots, montrent qu'il a survécu en Ibérie à l'écart des humains jusqu'à la seconde partie de l'âge du fer, on va dire aux alentours d'il y a 2300 ans, 2400 ans de cela. Et puis ensuite, il finit par disparaître. Donc le potioc, pour finir avec lui, qui est l'instrument du cheval basque par excellence, qui est peu managé par les humains, hein. Il est laissé à pâture naturelle, capturé une fois par an juste pour le célébrer d'un point de vue des traditions culturelles, donc certainement pas élevé comme le serait un pur sang. Mais le potioc, qui est une affaire il y a quelques siècles tout au plus, n'a pas du tout de reste génétique qui remonte à cet ancêtre-là du cheval ibérique. Et c'est d'ailleurs vrai pour beaucoup d'endroits dans le monde. Les chevaux locaux ont quasiment tous été supplantés. Mais qu'est-ce qui fait justement que les chevaux européens natifs, que l'on va représenter partout dans l'Aurignacien, magdalénien ou autres, donc qui ont quand même vécu a priori jusqu'à 4000 ans, donc ils ont été... Là, c'est pas le réchauffement climatique qui les a fait disparaître. Non, vous avez raison. Alors déjà, je dois vous dire en préambule que les chevaux donc magdaléniens, on va dire qu'on est entre 14 et 17 000 ans de cela, donc on n'est encore pas dans l'Holocène, là, on est encore dans le Pléistocène tardif, et... il se trouve qu'il y en a à foison, puisque c'est l'animal le plus représenté avec les rennes sous nos latitudes. Mais à la fin du Pléistocène, dans l'épipaléolithique et puis après dans les débuts de l'Holocène, il n'y en a plus tant que ça des chevaux en Europe de l'Ouest. Les archéologues, les paléontologues spécialistes des restes osseux animaux décrivent peut-être, selon des endroits de l'Europe de l'Ouest, des poches de 1 à 2% de la faune. Donc il ne faut pas s'imaginer le monde depuis 12 000 ans sous nos latitudes comme des steppes ou de la savane dans laquelle beaucoup de chevaux seraient présents, pour commencer. Donc ça veut dire qu'il y en a il y a 4200 ans, mais pas tant que ça. Et d'ailleurs, moi-même, dans mon laboratoire, on leur a fait la course, hein, des chevaux qui vivaient au 3e millénaire, donc entre 4000 ans et 5000 ans de cela, en France. Bon, on en a trouvé quelques poignets, mais guère plus. Autrement dit, ils sont rares. Donc ce qui explique vraisemblablement leur disparition, c'est leur rareté. Quand vous avez un phénomène local, des populations locales réduites à peau de chagrin, et que vous avez un animal qui arrive, peu importe d'où, mais en l'occurrence des steppes,
qui a pour lui l'avantage de l'agenda humain. Cet animal, il va gagner la compétition démographique, puisqu'il a d'ailleurs nous derrière lui pour le faire se reproduire toujours plus, et toujours plus par unité de temps, et toujours plus numériquement. Si bien que ce qui a fait sûrement disparaître ces chevaux localement un peu partout, c'est le fait culturel, la mode. Autrement dit, le cheval il y a 4000 ans, 4200 ans, c'est les iPhones, c'est les instruments qui nous servent d'une manière ou d'une autre à faire de la culture et qui sont aussi un marqueur social très très fort dont tout le monde veut s'emparer. Okay, merci. Bonjour, j'aimerais revenir sur une notion plus anthropologique. On parle souvent d'une anomalie de la domestication au néolithique qui fait qu'entre la période où l'espèce a été domestiquée et la période où elle a été utilisée, il se passe en général plusieurs siècles. Est-ce que vous avez fait allusion tout à l'heure à une période d'à peu près 400 ans pour sélectionner le cheval, et donc cette anomalie de la domestication néolithique, on se pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi on a commencé à domestiquer des animaux qu'on n'utilisait pas. Est-ce que sur le cheval, vous avez une opinion, un éclairage sur cette question? Merci de m'inviter à répondre à cette question. Elle est vraiment pertinente. Hein. C'est la base même de la raison du pourquoi, en fait. Hein. J'aurais pu mettre une 5e question, pourquoi? Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc la première, c'est que vous avez donc compris aujourd'hui qu'il n'y a pas eu une domestication du cheval, mais au moins 2. Celle de Botaille, il y a 5500 ans de cela, et celle qui a créé le monde moderne du point de vue du cheval, il y a 4200 ans de cela. Donc ça veut dire que le phénomène domesticatoire, on ne peut plus dès lors le penser du point de vue du cheval comme linéaire, puisqu'il a eu 2 foyers. L'un des 2 foyers a périclité, le foyer Botaille, l'autre a eu du succès, le foyer du Nord-Caucase. Et donc ce qui fait vraisemblablement qu'il y a 2 foyers, c'est qu'il y a 2 intentionnalités. C'est anthropologiquement, les gens n'ont pas cherché à domestiquer la même chose. Ils n'ont pas vu la même chose dans le cheval. Les Botailles ont vu une source de muscles, de la viande et du lait. Donc c'était le cheval ressource alimentaire, puisqu'il ne s'est pas étendu comme le suivant, tandis que le suivant, c'est un instrument de la mobilité. Donc déjà, multiplicité des intentionnalités. Et ensuite, il ne faut pas oublier que même si 5500 ans, ça paraît vieux, ou 4200 ans, les bœufs, c'était il y a 10 000 ans, 9 000 ans. Les chèvres et les moutons, c'était il y a 10 000 ans. Les ânes, j'en parlais, il y a 7 000 ans. Les cochons, il y a 8 000 ans. Les cochons ont été domestiqués 2 fois aussi. Les bœufs, vraisemblablement 2 voire 3 fois. Le chien, c'était peut-être il y a 12, 15 ou 30 000 ans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'humanité, et y compris dans ces territoires du Nord-Caucase, avaient des modèles, avaient déjà à ces époques-là une représentation d'un monde domesticatoire possible, puisqu'ils étaient, dans les générations précédentes, des éleveurs de chèvres, ils étaient des éleveurs de moutons, et que leurs voisins étaient éleveurs eux-mêmes de vaches. Donc il ne faut pas les penser, je pense, ce serait une erreur de les penser comme des gens qui, de novo, ex nihilo, inventent un nouveau rapport au monde via l'animal, mais qui en fait s'inspirent de modèles préexistants et les recyclent ici de manière fortuite à travers le cheval. Alors vraisemblablement, après on peut spéculer, et là ce sera que du domaine de la spéculation, que peut-être il est plus facile, quoique, d'attraper un auroch qu'un cheval rapide, et donc peut-être que des contraintes techniques ont plus ou moins ouvert la relationnalité d'un nouveau genre avec un animal. Cependant, bien qu'on eût le mode d'emploi déjà, j'entends par là que bien qu'on sache comment contrôler la reproduction des animaux depuis plusieurs millénaires à cette époque, eh bien, il a quand même fallu un demi-millénaire aux humains pour apprivoiser et domestiquer le cheval. C'est donc quelque chose qui se construit en effet dans le temps et qui n'est pas un phénomène instantané. Oui, ma question rebondit un peu sur la précédente, mais enfin bon, je voulais le faire avant. Est-ce que des études permettent de différencier la domestication? Parce que la domestication, c'est vague. Il y a les chevaux pour la monte, pour le trait, pour la boucherie, pour le voyage, que sais-je encore, et aussi pour la guerre. Et sur ce dernier point, comme la guerre est un phénomène très ancien, est-ce qu'on peut avoir un éclairage sur l'apparition de la cavalerie en tant qu'arme? Merci. Alors là, pour le coup,
tout ce que vous venez de dire, donc j'ai rappelé juste avant que Bothaï, c'est un phénomène ressource, viande ou lait. Par contre, le second, à partir de 4200 ans, c'est celui qui a donné tous les chevaux que l'on connaît encore aujourd'hui. Autrement dit, ceux que l'on monte, ceux que l'on mange, ceux qui sautent haut, ceux qui sont des animaux de compagnie, les falabella, tout ce que vous pouvez penser comme cheval, c'est le fruit de cette seconde domestication et qu'uniquement elle. Si bien que par là, c'est plus tant la génétique qui va avoir des instruments de réponse, puisque c'est tous le même type génétique d'une certaine manière. Tout cela, c'est à peu près les clones de la même chose à peu de nuances près. Mais par contre, on a beaucoup d'éléments sur l'origine de la monte. Par exemple, on peut rechercher dans le registre archéologique les premières tasses d'étrier, par exemple, et de découvrir que quelque part, entre le 1er siècle avant notre ère et le 2e siècle après notre ère, l'étrier a commencé à se populariser sous les latitudes de la Chine et puis à peu gagner l'Europe. Donc c'est une invention assez tardive, l'étrier en fait. Et pour ce qui est de la cavalerie, puisque vous m'en parliez, il y a des travaux qui montrent, alors là pour le coup aidés de sources textuelles, mais aussi d'iconographie, énormément d'iconographie, qui montrent qu'à la transition du 2e millénaire avant notre ère et au 1er millénaire avant notre ère, autrement dit aux alentours d'il y a 3000 ans de cela, les premiers peuples cavaliers commencent à apparaître de manière systématique, dont des cavaleries légères apparaissent, qui tirent à l'arc avec la tactique de fuite, vous entraînez votre ennemi et puis vous lui décochez une flèche à l'arc alors qu'il croit que vous fuyez. Vous voyez, donc ça c'est très très bien documenté dans la littérature, jusqu'aux grandes cavaleries lourdes cette fois que vous connaissez dans l'Antiquité, cataphractique ou y compris jusqu'au bas Moyen-Âge. Donc là pour le coup c'est vraiment du travail historique, classiques, plus sur des sources primaires classiques de l'histoire, qui nous servent à décortiquer tout ça, qui nous donnent le cadre spatio-temporel. Et ce que la génétique peut faire, c'est aller regarder dans ce cadre spatio-temporel, ce qu'on fait dans mon laboratoire d'ailleurs. On sait, mettons, qu'à partir de tel siècle, il s'est passé quelque chose comme une innovation, eh bien, on va aller rechercher méthodiquement ce qui, dans le génome, serait une signature de sélection, pour essayer de voir si ce changement dans l'utilisation du cheval n'a été qu'une innovation culturelle et technique, par tout l'attirail dont on peut munir un cheval, ou plutôt une invention génétique, un changement de nature biologique chez les chevaux. Et en particulier, je pourrais vous donner une anecdote. Dans nos travaux, on arrive à tracer la sélection vers des tailles de plus en plus grandes en Asie à partir de la dynastie Qin, donc la première dynastie impériale chinoise aux alentours de la fin du IIIe siècle avant notre ère. Là, on voit génétiquement de manière très, très claire quand le pouvoir politique de Chine, qui crée la dynastie impériale, a besoin de chevaux, ce n'est pas n'importe quel cheval, c'est un type de cheval qui vient des steppes et qui est de plus en plus grand. En à peine quelques siècles, ils ont fait monter la taille des chevaux de l'ordre de 12 cm au garrot. Donc on voit bien là encore comment l'instrument culturel, ici politique, s'empare de la biologie du cheval jusqu'à le modifier. Nous allons prendre la dernière question. Bonjour, j'essaie de me représenter ces moments initiaux. Est-il imaginable, il y a 4200 ans, que certains chevaux présentant ce caractère génétique de docilité se soient spontanément rapprochés de l'homme? Oui, alors là, je vais vous répondre par une bouteille. J'aime à le croire. J'aurais du mal à le démontrer. C'est-à-dire que la double intentionnalité est difficile à prouver, là, pour le coup, puisqu'on n'a pas de ressources culturelles, puisque c'était des traditions orales qui n'ont pas survécu jusqu'à nous. Après, si vous êtes du monde du cheval, si vous avez eu la chance de croiser les chevaux, je comprends votre question de ce sentiment étrange de partage d'une réalité commune. En absence de langage, d'un sentiment de compréhension profonde avec l'animal. Mais ça reste de l'ordre de l'interprétation de chacun et de chacune, je crains. La démonstration sera difficile à faire. D'accord. Et pour la monte, le premier moment de la monte, on l'identifie? Alors, vous aurez des gens qui vont vous dire le contraire de ce que je vais vous dire. C'est ça la beauté de la science, c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Mais moi, je crois ferme au fait qu'il y a des papiers qui ont montré qu'il se pourrait que les humains aient monté les chevaux dès il y a 5000 ans de cela, avant même qu'ils soient domestiqués. Bon.
Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, est-ce que c'était un fait sociétal? Je ne pense pas, puisque ça devait être peut-être des casse-cous qui ont essayé. Mais les évidences archéologiques qu'ils avancent, ce sont des jambes arquées un petit peu, qui auraient des déformations au niveau des fémurs, qui rappelleraient de près ou de loin la monte, et aussi des fréquences de fractures plus grandes. Quand on est sur le dos d'un cheval, on sait que tôt ou tard on tombera et qu'on se cassera un membre. Donc, mais ce sont donc des évidences très peu convaincantes à mon avis, puisqu'on peut être à dos de n'importe quel animal, on peut aussi être plus exposé par ailleurs et avoir une vie plus risquée et développer des modifications anatomiques de notre squelette en raison d'autres caractères que cela. Et moi, l'argument central qui ne me fait pas croire à cette théorie, c'est que précisément le cheval domestique pour la mobilité n'est pas visible dans nos données pendant 800 ans après ces phénomènes-là. Donc c'est assez difficile d'imaginer qu'on est sur le dos d'un cheval qui n'a pas encore été domestiqué. Mais dès lors qu'il est domestiqué, alors il y a tout cet aspect du char qui se déploie du côté des steppes d'Asie centrale jusqu'au contrefort de l'Altaï, tout de suite, 4100 à 3800 ans de cela. On a le phénomène des chars qui arrive en Anatolie et à Sumer, donc en Mésopotamie. Donc ça, c'est très très bien décrit par des archives iconographiques. Donc il y a des représentations, c'est l'appareil photo de l'époque, voilà, il y a des représentations visuelles de ça. En Europe, on n'a pas trop ça. Le phénomène de char n'est pas tout à fait présent à ces époques-là. Il arrivera dans le monde celte, mais bien plus tard. Et ça a souvent été interprété, ça vaut ce que ça vaut, pour dire que l'Europe, c'est un paysage, une géographie qui est beaucoup plus cabossée que les steppes d'Asie centrale. Et donc la monte est sûrement beaucoup plus utile que tirer un char. Et donc, il est donc possible qu'il y ait eu non pas une utilisation de ce cheval dès le début, mais plusieurs coïncidentes avec la réalité du terrain dans lequel le cheval se déployait. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait qu'on retienne un petit peu, c'est que compte tenu de la multiplicité du cheval, compte tenu de la répétition du phénomène domesticatoire et compte tenu de notre génie créatif à employer nos instruments d'une manière qu'on n'avait pas prévue au départ, je pense qu'il n'y a pas univoquement une seule utilisation du cheval dès le début. Il y en a eu une multitude. Après, elle devient fait social au regard de l'avantage géopolitique qu'elle nous donne, au regard des changements environnementaux et de la nécessité d'utiliser sa chair pour l'alimentation plus que de raison, ou des contraintes imposées par l'ordre religieux qui nous interdisent d'en manger la chair, notamment en Europe depuis le 7e siècle de notre ère. Merci beaucoup Ludovic Orlando.